Eh bien non, je pense qu'il y a un véritable problème. Il y a beaucoup de postures, mais il y a aussi un débat réel et authentique. Je ne pense pas que ce débat soit du tout tranché. C'est un débat entre ceux, je vais être un peu cru, mais c'est pour aller droit au but, ceux qui comprennent que le temps ne joue pas en notre faveur et qui par conséquent soutiennent qu'il faut faire la guerre plus tôt plutôt que plus tard. Et donc, ils sont impatients de bombarder l'Iran. Quand? La semaine dernière. Donc ils sont là, c'est un groupe sérieux au sein de l'armée et au-delà. Et puis il y a l'autre groupe qui dit « Vous êtes fous, nous vivons à l'ère nucléaire, et c'est une carte qu'on ne peut pas jouer, ni nous, ni l'autre camp non plus. » Et ils débattent. Ils ont ce débat depuis un bon moment, donc ils y sont habitués. Ce sont désormais les fils de ceux qui débattaient de cela il y a 30 ans. Et ils reprennent ce débat, se demandant si les conditions mondiales changeaient l'influence. Pour certains, oui. D'autres restent fidèles à ce qu'ils ont toujours cru. Et pourquoi? Eh bien, l'expérience n'apporte pas de réponse claire. Il est bien admis que la guerre du Vietnam a été perdue. Pour le peuple américain, ce n'est pas une évidence. Pas du tout. Mais pour les penseurs de l'establishment politique, une partie comprend très bien qu'il s'agissait d'une guerre qui a mobilisé un demi-million de soldats américains sur le terrain et que nous avons été vaincus. Et le Vietnam était alors l'un des pays les plus pauvres de la planète, menant une guerre contre les États-Unis, qui était à l'époque sans doute la puissance militaire la plus développée du monde. Ainsi, les plus forts contre l'un des plus faibles, et les plus faibles gagnent. L'ennemi était le Parti communiste du Nord-Vietnam, et c'est essentiellement lui qui a hérité du pays lorsque les États-Unis sont partis ou ont été forcés de partir. Je ne vais pas vous ennuyer, mais vous savez qu'en Afghanistan, c'est plus ou moins la même histoire. Les talibans sont au pouvoir maintenant. Les talibans étaient l'ennemi. Ils ont gagné. Nous avons perdu. Nous sommes en train de perdre en Ukraine. On peut débattre de qui a gagné quoi en Irak, mais une victoire claire pour les États-Unis. Pas du tout. Donc, utiliser des troupes au sol, même contre des pays pauvres, n'est pas une stratégie très efficace ici. La raison pour laquelle les États-Unis ont choisi de tenter l'enlèvement de Maduro, c'est qu'ils ne pouvaient rien faire autrement. Monsieur Trump, eh bien, nous aurions pu les envoyer. Non, vous ne pouviez pas. Vous savez comment nous savons que vous ne pouviez pas? Parce que vous ne l'avez pas fait. Et vous ne l'avez pas fait parce que vous ne voulez pas mener une guerre indéfinie dans un terrain très accidenté. Le Venezuela a beaucoup de montagnes et de jungles. Waouh! Vous parlez d'une horrible rediffusion de l'Asie? Sauf que cette fois, en Amérique latine. Vous ne voulez pas de ça. Il y aurait des centaines de milliers de Latino-Américains prêts à se porter volontaires pour combattre les États-Unis au Venezuela. Ils le savent aussi. Donc ce que vous observez ici, c'est une lutte dont le parallèle, et c'est peut-être là où vous voulez que j'en vienne, se trouve aussi dans les difficultés économiques. L'économie des États-Unis, je suis professeur d'économie, c'est mon métier, est aujourd'hui plus inégale qu'elle ne l'a jamais été de mon vivant. Et j'ai les cheveux gris. Quel que soit l'indicateur que vous choisissiez, la répartition de la richesse, la répartition des revenus, le revenu disponible, peu importe, il y en a une douzaine, nous atteignons un niveau d'inégalité record. Une statistique récente indique que les 10% les plus riches de la population représentent plus de la moitié de la consommation totale. Les 90% restants ont moins de la moitié de la consommation. De quoi parle-t-on? Les gens sont furieux. Il n'y a pas d'emploi pour eux. Le revenu ne suffit pas.
Aujourd'hui, le 23 janvier 2026, l'AFL-CIO, notre grande fédération syndicale nationale, plutôt conservatrice, par l'intermédiaire de sa section locale dans la ville de Minneapolis, une grande ville située au cœur du pays, a lancé et organisé une grève générale. La dernière fois que Minneapolis en avait connu une, c'était au plus fort de la dépression, en 1934. Et cette fois, de quoi s'agit-il? D'économie, de salaire. Est-ce la véritable raison? Probablement. Mais quelle est la raison officielle? Prêt? L'opposition à l'ICE et à Trump. Le maire de la ville et le gouverneur de l'État soutiennent la grève générale. C'est un niveau de division sociale que nous n'avions pas vu depuis des décennies, presque un siècle. Des problèmes très graves, et ils ne sont pas résolus, ni par les tarifs douaniers, ni par quoi que ce soit de ce qu'il fait. Le niveau de déficit que notre budget atteindra l'année prochaine est encore plus élevé que les années précédentes, alors que M. Trump s'était engagé à faire exactement le contraire. Il propose une augmentation de 50% des dépenses militaires. D'ailleurs, un autre message à l'Europe. Si vous êtes impressionné que Merkel prévoit d'augmenter les dépenses militaires de 800 milliards de dollars sur les 10 prochaines années, réfléchissez à ceci. Les États-Unis vont augmenter leurs dépenses de 600 milliards de dollars en une seule année. L'Europe ne va pas défier militairement les États-Unis avec une telle approche. C'est bien trop peu et bien trop tard. Voilà les réalités auxquelles nous faisons face aujourd'hui.